Bon, les gars. Il est 20h. Je me dis franchement, je ne voterai que Macron. Je le soutiens depuis tout le temps parce que j'aime bien, il est très brillant. La réalité, c'est que c'est les vieux qui font les élections. A few moments later. On lâche les broches, on lâche les broches, tout. Allez, pas vers la pluie, allez hop. 3, voilà. Si j'en crois les statistiques YouTube, vous avez été nombreux à apprécier notre super épisode sur Lovecraft, alias Lolo la Déveine, et ça nous fait super plaisir. Et vous avez eu raison, parce que Lolo, il incarne à lui tout seul la preuve absolue et irréfutable qu'on peut être la dernière des chaussettes quand il s'agit de réussir sa vie, mais accoucher quand même d'une œuvre géniale et mondialement reconnue une fois décédé. Et ça, mine de rien, bah c'est une vraie leçon de vie. Alors du coup, peut-être, on vous aura donné envie de bouquiner Lovecraft, ce qui est une excellente nouvelle. Et là, vous êtes en train de vous demander comment entamer la lecture du bousin. Faut-il commencer par El Famoso Mythe de Cthulhu, le bouquin ultra stylax et plus connu que ta maman rue Saint-Denis, qui a inspiré des décennies de jeux de rôle, de cinéma, de jeux vidéo et de pop culture en général, ou alors par Les Montagnes de la Folie, l'une des plus grosses nouvelles de notre bonhomme, achevée à la toute fin de sa vie, égorgée de ce gros suspense si caractéristique de notre clampin? Et bah y a pas vraiment de bonne réponse, parce que Lolo, c'est un peu comme le métro. Tu peux monter dedans à n'importe quel arrêt, il t'emmènera toujours où il faut. Et lui au moins, bah, il fait jamais grève. Hein? Voilà. Du coup, pour répondre quand même à votre question, si je le fais de bon cœur, je vous aime bien, aujourd'hui, je vous propose de commencer Lovecraft exactement comme je l'ai fait, en attaquant par une nouvelle bien stylax, et assez longue pour faire l'objet d'un épisode du Hussard à elle toute seule, dans l'abîme du temps. Alors de quoi parle ce texte vertigineux, gorgé de questionnements philosophiques et métaphysiques? Pourquoi commencer Lovecraft par ce bouquin plutôt qu'un autre? Et en quoi le lien que je vous mets en description peut vous permettre de gratter quelques points de style à une époque où le combo jean ourlé Brad Cock passe pour un standard de masculinité acceptable? Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite, juste après le traditionnel pouce bleu, le non moins traditionnel abonnement, et surtout, l'indispensable compte Instagram du Hussard, qu'on ne présente plus, et qui vous aide à patienter entre les épisodes. Allez venez, on vous attend. Et puis une fois que tout ça c'est fait, on peut y aller. Générique. Bon alors, dans l'abîme du temps, c'est l'histoire d'un Amerloc qui s'appelle Nathaniel Wingate Peasley, et qu'on va juste appeler Nat, parce que l'histoire de mon pays et l'amour du beau ne me permet pas de supporter la prononciation du borborigme anglo-saxon qui lui sert de patronyme. Et alors Nat, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a une vie plutôt pas top. En 1908, quand l'histoire commence, c'est un prof de fac lambda, avec une femme lambda, 2 enfants lambda, et une vie plus dépourvue de saveur que celle des turbo-PNJ qui revotent Macron. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens. Oh ta gueule. Mais alors que notre Gus persévère dans son existence Osef, une belle tuile lui dégringole soudain sur la fif. En plein cours, devant ses élèves, il perd connaissance et s'évanouit subitement. Alors qu'est pas ça? Est-ce qu'il vient de réaliser qu'envahir la moitié du globe pour piquer les réserves de pétrole locales ne fait pas partie des conditions nécessaires et suffisantes pour se proclamer protecteur de la démocratie? Est-ce qu'il s'est aperçu que son pays sans histoire et peuplé de Mongols qui tirent sur les tornades aurait mieux fait de ne jamais voir le jour? Alors pas tout à fait, mais un peu quand même, vous allez voir. En fait, notre clampin, entre 1908 et 1913, il va souffrir d'une espèce d'amnésie super vénère, où tout ce qu'il a pu glander ne lui apparaît rétrospectivement que dans une sorte de brouillard plutôt opaque. Et alors qu'est-ce qu'il a fichu? Bah au fond il n'en sait trop rien. Des voisins l'ont vu carabistouiller des machines bizarres, des élèves l'ont vu lire des livres chelous et ultra techniques, et ses proches trouvent qu'il avait quand même l'air super étrange parce que dès qu'il s'avisait de l'ouvrir, il parlait avec une intonation de robot mal calibrée et des gestes dignes d'un meeting raté de Valérie Pécresse. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Bref, pendant 5 ans, le mec est passé dans tout le quartier pour un genre de croisement entre un autiste surdoué et un pantin désarticulé, on dirait Cédric Villani à un concours de danse classique, mon dieu, quelle horreur. Bon alors cette situation chelou fait que rapidement, la femme de Nat décide de se barrer avec leurs 2 enfants. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Que la fac ne veut plus de lui comme prof, et qu'il devient une sorte de clodo au RSA à une époque sans RSA, c'est dire le niveau de loose. Mais heureusement, si on peut dire, en 1913, d'un coup, l'état de Nat le déglingos s'arrange subitement. Il retrouve la mémoire, recommence à agir normalement, retrouve peu à peu une vie normale, renoue avec un de ses fils, et reprend son poste à la fac. Mais surtout, il essaye d'enquêter sur ce qu'il a vécu. Parce que le truc inexplicable, c'est que Nat le bizarroïde, il commence à avoir des cauchemars, ou plutôt des genres de rêves méga space, où il se voit... Comment vous expliquer ça? Il se voit dans la peau d'une créature vraiment dégueulasse. Attendez, je vais vous mettre une photo. Voilà. Donc il se voit dans la peau de ce truc, à une époque très lointaine, dans une espèce de ville super chelou au milieu de nulle part, faite de grands bâtiments et de couloirs infinis. Et alors que fait-il au milieu de ce foutoir? Et ben je vous le donne en mille, il va à la bibliothèque. Ouais, ou plus exactement dans une genre de bibliothèque, où il passe sa journée à lire des bouquins dans un alphabet ésotérique, mais qu'il comprend quand même, et à recopier ses propres observations sur des paplards qu'il place ensuite dans de fines boîtes de métal très résistantes, avant de les ranger bien soigneusement dans des rayonnages. Ouais, en fait le mec se fait un trip à mi-chemin entre Bloodborne et les Sims Bibliothécaire Édition. Faut quand même avouer que ça change de tes rêves à toi, où tu t'imagines que tu t'envoles alors que dans 10 minutes, ton réveil va sonner pour te renvoyer turbiner au boulot. Et alors que Nat commence sincèrement à halluciner à force de rêves chelous, il décide de se renseigner un peu et de voir si, par hasard, d'autres clampins n'auraient pas eu les mêmes visions que lui par le passé. Et alors là, stupeur, à force de lecture d'éther digne du dernier puceau de CDI de toute la galaxie, il finit par trouver des bouquins
bouquin très étrange où d'autres personnes avouent avoir eu avant lui le même type de phénomène d'amnésie, suivi des mêmes rêves chelous. Et ce que Nat comprend peu à peu, c'est que ces rêves-là, ce sont des réminiscences d'un genre de kidnapping mental. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bah vous allez voir, c'est assez dingue. En gros, le cerveau de Nat s'est fait carjacker par un FDP d'alien, mais pas un alien chelou qui vient d'une autre galaxie, hein. Non, en fait la Terre, avant d'être le terrain de jeu des humains, c'est une planète peuplée par une race super intelligente que Nat appelle la grande race de Yeet, et cette race avait le pouvoir de prendre le contrôle, grâce à des machines de fous malades, des esprits de gens vivant 1 milliard d'années avant ou après eux. Waouh, puissant. Et pourquoi me direz-vous? Et bah pour deux raisons principales. Petit 1, les mecs de Yeet sont super curieux et adorent apprendre plein de trucs sur les civilisations de toutes les époques, histoire de s'approprier toutes les connaissances possibles dans l'univers. Donc ça c'est plutôt cool. Et petit 2, ils sont en guerre contre une autre espèce intelligente, enfouie dans les entrailles de la Terre, et ils savent qu'ils vont finir par perdre et tous mourir dans d'atroces souffrances, et ça c'est beaucoup moins cool. Alors heureusement pour eux, nos tubercules du passé futuriste ont une idée géniale, envahir les esprits d'une civilisation lointaine, dans un futur où la menace qui va les exterminer n'existera plus. Et donc bah, disons que le fait de carjacker un prof de fac américain, bah pour les gus de Yeet, c'est un peu comme une opération de repérage en fait. Bon alors bien sûr, personne ne veut croire que Nat a raison. Oh comme c'est bizarre. Oh alors. Et quand il publie ses conclusions dans un petit traité, tout le monde le prend pour un cosplay ricain de Sylvain Durif, le grand monarque cosmique. Les golems ne sont pas prêts. Donc là, Nat se dit que c'est bon. Si les gens veulent pas comprendre, alors ils peuvent retourner mater de la SMR en baffrant comme des gorées en rut, il en a plus rien à secouer. Mais alors qu'il a définitivement jeté l'éponge et qu'il commence à tourner la page, il reçoit un coup de fil d'un Australien qui lui annonce avoir retrouvé dans le désert de son pays, l'Australie donc, les ruines de la lointaine civilisation dont il parlait dans son compte rendu. Et alors là, ni une ni deux, Nat se dit qu'il doit urgemment gagner ce pays de kangourous boxeurs et d'indigènes bizarres pour prouver au monde qu'il avait raison. Alors il monte une équipe, enculé va, et il go Australie comme un forçat anglais déter du 19e siècle. Il se retrouve donc, début 1935, à patauger dans le sable du désert australien, à la recherche, littéralement, de son rêve. Et au moment où tu te dis que tout est faux, que Nat le possédé va enfin redescendre de son trip digne de Woodstock et que tout va se calmer, et ben en fait tout est vrai. Tout. Il y a bien une cité, il y a bien eu la grande race de Yeet, il y a bien eu des civilisations de malades qui ont vécu sur Terre avant les hommes, et surtout, il y a bien eu des êtres malveillants qui vivent dans les profondeurs et veulent remonter à la surface pour ratonner toute la biodiversité disponible. Donc là, Nat, il se tape l'alu de sa vie, et il dit qu'il n'y a pas une minute à perdre. Dans la nuit du 17 au 18 juillet 1935, il part seul dans les ruines abandonnées et miraculeusement conservées, et il explore la grande bibliothèque qu'il voyait dans ses rêves. Et à un moment donné, c'est le point climatérique du récit, Nat se retrouve dans le rayonnage qu'il remplissait en grattant ses petites pages quand il était prisonnier du corps de l'alien bizarre. Et il retrouve même dans un coin, préservé depuis des centaines de milliers d'années, le texte qu'il a lui-même écrit dans son rêve. Donc là, je vous laisse imaginer à quel point le mec passe à 2 doigts de la crise cardiaque. Il a sous les yeux, là, dans ses paluches, un texte qu'il a écrit dans un demi-rêve il y a 3 milliards d'années, pendant que son corps était possédé par un genre de rutabaga moisi du Crétacé. Waouh! Là, Nat tient la preuve absolue qu'il a pas rêvé mais bien vécu sa possession par l'espèce de carotte mutante du Mésozoïque. C'est la découverte scientifique du millénaire. Alors du coup, il se dit qu'il n'y a pas une minute à perdre. Il empoigne le bouquin et il se met en route pour le camp, lorsque soudain, il commence à être la proie de visions abominables. L'horreur, quasiment le nazisme. Dont on ne sait pas bien si elles sont l'effet de son imagination défoncée au THC australien ou une attaque de la civilisation malfaisante enfouie dans les tréfonds de la cité. Donc Nat tape une grosse boulette pour ressortir des ruines, ce qui l'oblige un moment à abandonner le manuscrit qu'il avait gratté. Donc il se retrouve à la surface, bien vivant, mais sans preuve qu'il n'a pas rêvé, et terrorisé à l'idée que le bad trip qu'il vient de se taper pouvait être l'annonce du fait qu'il avait réveillé les pires abominations tapies dans les tréfonds géologiques. Il décide donc de se carapater de ce pays infesté d'émeutes stupides et de serpents sans scrupules qu'est l'Australie, et dans la cabine du bateau qui le ramène aux States, il gratte une lettre à son fils pour lui expliquer ce qu'il a vécu et l'enjoindre à ne jamais aller explorer le merdier qu'il vient de voir. Et cette lettre, bah, c'est la nouvelle que vous venez de lire. Voilà, c'était Dans l'abîme du temps, et clairement, ce texte ne peut que vous plaire. On va voir ensemble quelques points intéressants. Déjà, ce livre est parfait pour commencer Lovecraft. On retrouve dedans tout ce qui fait le charme, si on peut dire ça comme ça, de son écriture. Par exemple, le narrateur est un personnage qui a vécu les événements et les relate a posteriori. Il y a aussi des aliens qui bouleversent la vie des humains, mais ne sont pas fondamentalement hostiles. On a aussi des descriptions ultra stylax de l'architecture de Yeet, on a des personnages super rationnels qui galèrent à comprendre et même à accepter les phénomènes auxquels ils sont confrontés. Bref, c'est un peu le fourre-tout de ce que Lolo aime bien mettre dans ses histoires. Ensuite, faut aussi voir un truc assez stylé, c'est le sentiment de vertige métaphysique que procure ce bouquin. En gros, ici, au lieu de te dire « oui, l'humain n'est qu'une petite merdouille au regard de l'immensité cosmique et des glorieuses civilisations intergalactiques », et ben là on te dit plutôt « oui, l'humain se croit puissant, mais avant lui et après lui, plein de civilisations beaucoup plus évoluées et intelligentes ont existé ou existeront sur la même Terre. » Et ça, mine de rien, ça n'a pas l'air de grand chose, mais ça change totalement le regard que tu portes sur l'histoire. Parce qu'en plus, vous savez le pire, pour la grande race de Yeet, les humains sont clairement l'une des pires espèces supérieures. Ils sont ni plus malins, ni plus forts, ni plus habiles que les autres, et surtout, c'est un peu les plus couillons du groupe. Alors du coup, ils ont pas beaucoup d'intérêt pour pirater leurs esprits, et ils le font assez rarement, au contraire d'autres civilisations qui, elles, se font massivement grand remplacettes par nos crapules coniques quand elles décident
décident de fuir leurs ennemis. Et ça, déjà, c'est assez stylé comme concept scénaristique. Et puis ensuite, faut remettre les choses dans leur contexte. Comme toujours avec Lovecraft, on ressent dans sa prose les questionnements scientifiques de son temps, avec des interrogations sous-jacentes sur la biologie, les cycles géologiques, le devenir des civilisations et les expériences médicales à base de sortie du corps. Et encore par-dessus, tu sens aussi le filtre de la pop culture de son temps, avec des films de SF cheapos des années 30 genre Dr Frankenstein et le voyage temporel. Parce que oui, Lovecraft était fan de ce genre de film, et il s'en inspirait régulièrement dans ses nouvelles. Alors clairement, Dans l'abîme du temps n'est pas la nouvelle la plus connue de Lovecraft, ni la plus reprise dans les œuvres de pop culture que nous dégueulent les studios de développement aujourd'hui en quête de profit facile. Mais c'est un excellent moyen de se familiariser avec le style de l'auteur, avec ses questionnements, ses angoisses, ses obsessions, ses doutes existentiels. Et en plus, ça se lit plutôt vite. Quand j'ai découvert ce bouquin, moi, je le lisais en allant au boulot. En 3 fois un quart d'heure de métro, c'était plié. Alors franchement, vous pouvez bien vous y mettre vous aussi. C'est pas ce bouquin qui vous cassera les jambes. Je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. Voilà, sur ces sages déclarations de Maître Yoda, on va clôturer ce nouvel épisode. Si vous voulez vous lancer dans la lecture de Lovecraft, vous trouverez en description un lien vers une traduction au poil de la nouvelle. Faites-vous plaisir. Et puis sinon, likez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis passez sur Instagram, on commente l'actualité avec des grosses punchlines d'auteurs connus. Vous aurez plein de chouettes citations pour frimer devant vos potes ou le miraculeux date Tinder que vous décrocherez en dépit de votre laideur abyssale. Allez, venez, vous le regretterez pas. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, rompez les gars.